cherche pas à transformer cette rencontre avec les gens de presse en une tribune politicienne et politique, mais quand même. Je ne peux pas me présenter devant vous aujourd'hui en faisant comme si je ne le savais pas. Et la pire des choses serait que je ne vous dise pas. Au point où nous en sommes, avec les résultats d'une élection très récente qui a laissé chacun de nous très marqué par les résultats d'un scrutin qui ne laisse guère de doute sur l'évolution vers des extrêmes dont la préoccupation essentielle n'est pas la promotion de la culture. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, je ne veux pas diaboliser, mais tout de même, le résultat est là pour nous rappeler que l'électorat a marqué une préférence très nette au point qu'un parti d'extrême droite est devenu le premier parti de France. Et puis toutes les exégèses qui consistent à dire c'est pas vrai parce qu'il y a eu des abstentions, parce que tout ça c'est du pipeau. Hein. La réalité elle est là. Hein. Nous l'avons tous découvert dans notre journal ou le soir en écoutant la télévision. Et celle-là m'inquiète beaucoup. Mais j'ai une autre inquiétude, qui est celle d'une certaine vision de nos hiérarques, de ceux qui sont destinés à proposer des évolutions sociétales, ce qui est dans leur rôle, et je n'y vois pas d'inconvénient, et qui ont choisi comme cible un certain nombre de collectivités territoriales. Je rappelle quand même, c'est vite dit, mais encore faut-il le dire et le redire, que sur un déficit public de 2000 milliards d'euros, il y a des responsabilités qui sont clairement définies. Ces 2000 milliards d'euros, il y a 93% de ce déficit abyssal qui est dû aux errements de l'État. Je regrette de le dire, mais c'est la réalité. Et puis, il y a 7% qui est dû au manquement, au devoir de gestion serrée par les collectivités territoriales, tout niveau confondu. C'est-à-dire de la région à la commune rurale, en passant par la grande commune, par le département bien sûr, par les intercommunalités. Et donc il est normal que le pouvoir central nous rappelle que cette contribution à un niveau de 7%, ce déficit public, doit être corrigé. Nous avons l'obligation de le faire. Ce que nous faisons d'ailleurs, et nous y parvenons d'une certaine manière, puisque j'ai le plaisir de vous dire que depuis 5 ans, et bientôt 6 ans, j'espère, nous n'aurons pas augmenté le taux d'imposition dans ce département. Ça veut dire que nous sommes arrivés à gérer un transfert de compétences énorme sans tirer sur le contribuable. Nous n'avons pas augmenté l'impôt. Les bases ont augmenté, et ça c'est pas nous qui en décidons, c'est le Parlement qui en décide sur instruction, dans le cadre de la loi des finances, du pouvoir gouvernemental. Mais sinon, ici, nous avons essayé d'être exemplaires pour ne pas solliciter le contribuable, au-delà du raisonnable en tout cas. Et pourtant, dans le dispositif de loi tel que nous en connaissons aujourd'hui, mais ça change tellement. Je pense qu'on nous a amusé pendant des mois et des mois à faire une carte cantonale, une nouvelle carte cantonale, qui probablement ne verra jamais le jour. Et ne donnera même pas lieu à une élection. Encore qu'on va peut-être y revenir, dans cette espèce de valse hésitation, un coup d'un côté, un coup de l'autre, mais normalement, on nous a bien amusé pour rien. Hein. Et au final, on nous rend responsables, nous les départements, de la difficulté où se trouve la France sur ses équilibres budgétaires. C'est une dérision, mais c'est une dérision que le public entend. Et lorsque un ministre, par ailleurs président du Conseil général, dit si nous supprimons le département, nous gagnerons 25 milliards d'euros, c'est tellement faux que je me demande comment on peut énoncer une telle absurdité. La seule étude sérieuse que j'ai vue sur ce sujet, c'est que si on venait à supprimer les départements, cela coûterait à l'État 6 milliards d'euros.
puisque nous avons pris en charge dans les départements 6 milliards d'euros que l'État ne met plus à des causes d'intérêt général qui sont des causes majeures et qui sont des causes qui relèvent des pouvoirs régaliens de l'État. Je vous donne un exemple. Cette année, le département de l'Hérault a assumé en totalité la charge financière d'une augmentation de 12% du revenu de solidarité active, du RSA. C'est un pouvoir régalien de l'État par essence. Et même le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, avant Manuel Valls, l'avait reconnu et avait même dit qu'un dispositif de loi ferait retourner à l'État la responsabilité pleine et entière, y compris financière, du RSA. Bien entendu, c'est encore une parole en l'air, parce qu'ils ne risquent pas de le reprendre, parce qu'ils sont incapables de le payer. Donc, ils nous l'ont mis sur le dos, et aujourd'hui, on nous accuse d'être les responsables. Alors, tout ça, je ne vous dis pas ça pour vous emmerder, et pour vous dire des choses que vous pourriez considérer ne vous concerne pas vraiment en direct. Mais je vous dis ça parce que derrière le funeste projet de la loi en préparation, qui est une loi organique, laquelle loi organique permettra de court-circuiter la loi constitutionnelle de telle sorte qu'on n'ait pas à être confronté à la majorité des 3/5 au Congrès, qui est le rassemblement des sénateurs et des députés réunis à Versailles, au siège du Congrès. Éviter aussi le référendum, puisqu'on sait très bien que sur un référendum comme ça, il est perdu d'avance, puisque quand la campagne sur le référendum sera terminée, ils seront dans les choux. Il y en a quand même des plus marioles qui se sont essayés à ça, par exemple le général de Gaulle, qui est parti avec un avis favorable pour supprimer le Sénat, par exemple, à 92%. Et il a terminé à moins de 50%, ce qui a suscité son départ du pouvoir. Donc, je veux dire, on connaît ce genre de truc, et donc pour l'éviter, on va passer par une loi organique qui est en préparation, dont on va révéler les éléments dans quelques jours, et qui permettra de court-circuiter ça. Donc, les départements, aujourd'hui, dans la tête d'un certain nombre de gens, dont le Premier ministre qui l'a redit au soir du désastre et du séisme d'avant-hier, il a dit « Nous ne changerons rien » à la vision que nous avons de la réforme des institutions territoriales. Donc il y a une chance non négligeable que le département disparaisse. Et moi, devant les gens de culture et les journalistes qui sont là pour dire un certain nombre de choses, je le dis, parce que le risque est majeur. Le risque est majeur de voir le domaine d'art et de culture d'eau fermer ses portes. Sortie ouest, même chose. Hein. Et de voir les festivals que nous avons soutenus de toute notre énergie dans le débat budgétaire, c'est jamais très facile de faire admettre aux collègues, et Jacques Attard s'y emploie beaucoup, qu'il faut préserver l'activité culturelle, parce que tout le monde, bien sûr, voudrait émarger sur le budget de la culture pour améliorer son propre sort. Donc voilà ce qu'aujourd'hui je me crois obligé, dans l'obligation de vous dire. Et derrière, le dégât social est énorme. Je n'ose pas l'imaginer. Moi, quand je me mets à la sortie, comme je l'ai fait avant-hier, à la sortie de la dernière, du récital qu'a donné Malouma, cette femme remarquable, qui elle se bat dans des conditions autrement difficiles que les nôtres, en Mauritanie, sénatrice, une femme absolument géniale, qui mène tous les combats, qui mène le combat contre le sida. Vous voyez en Mauritanie ce que ça peut donner, hein, quand on sait les positions là-bas en Mauritanie sur ces sujets. Une femme qui se bat pour l'alphabétisation, une femme qui se bat contre toutes les formes d'obscurantisme, qui se bat pour le droit des femmes en Mauritanie. Hein. Et au sortir, j'ai discuté avec quelques personnes qui venaient d'écouter sa prestation, et je leur ai posé une question simple. Est-ce que vous êtes heureux? Ils n'avaient pas assez de mots dans leur vocabulaire pour me dire à quel point ils avaient vécu un instant de bonheur. Eh bien, la culture, pour moi, au niveau où je suis, n'étant pas un expert de la chose culturelle, c'est ça. C'est de savoir que des gens qui rentrent ici
ou ailleurs, ou dans tel ou tel domaine où nous avons la charge de porter l'action culturelle, quand ces gens sortent et qu'ils rayonnent de bonheur. Dans un monde de difficultés, dans un monde de souffrance, le bonheur n'a pas de prix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je termine sur ce point triste qui est que je ne suis absolument pas en mesure, et je ne crois pas que Jacques le soit davantage que moi, en mesure de vous annoncer des lendemains qui chantent. Il vous en veut beaucoup, tout en se félicitant du score relativement faible du FN, même si le FN est arrivé premier à Montpellier. Il vous en veut beaucoup d'avoir provoqué cette manifestation à 2 jours de ce rendez-vous. Et c'est vrai que c'était pour le moins iconoclaste de voir sur une même ligne un revol avec un Robert Ménard. Est-ce que c'était pas... Oui, mais tout ça, vous comprenez, c'est très facile. Moi, je vais vous dire, ce jour-là, et je m'attendais à ce genre de critique. Philippe Sorel, s'il n'a pas mieux à faire qu'à ce genre de règlement de compte, il ne va pas aller loin. J'ai dit une chose très claire ce jour-là. C'est même, j'ai dit, la première fois qu'on va avoir un auditoire aussi nombreux pour entendre ce que je vais dire. J'ai demandé aux gens d'aller voter. J'étais pas là pour leur dire de voter de telle manière ou de telle manière. Là, j'ai été dans des meetings politiques pour ça. Il n'y avait personne dans les meetings politiques. Là, au moins, il y avait la chance d'avoir près de 1000 personnes. C'est la première fois que 1000 personnes ont entendu une consigne de vote de la part d'un responsable politique. Donc, j'ai été au moins utile à ça. Et c'est une dérision de m'accuser du résultat. Oui, il est clair que si j'avais pas fait la manifestation, le PS, les candidats du PS et du PRG seraient arrivés nettement en tête à Montpellier. Faut arrêter les conneries, quoi. Et même en France, ça aurait complètement modifié. Votre point commun, c'est d'appeler tous les deux, aussi bien lui que vous, à un changement radical dans ce pays. Simplement, évidemment, les chemins pour prendre ce changement ne seront pas les mêmes, visiblement. Oui, mais écoutez, bon, je crois qu'on va en rester là sur les remarques que M. Sorel fait. Il s'est félicité par ailleurs de vos bonnes relations. Il nous a dit qu'il vous avait vu. Ah oui, oui, ça c'est ce qu'on appelle faire Leclerc et le Capellan. Donc s'il a ce génie de pouvoir faire Leclerc et le Capellan, moi je ne l'ai pas. Moi je suis franc, direct, et ce que j'ai à dire. Vous pronostiquez la fin éventuelle de Vendo, la fermeture. Mais monsieur... Non, mais vous savez bien qu'il y a d'autres collectivités locales derrière qui vont prendre le relais. Où je m'exprime en responsable ici, ah mais non, mais ça, le relais, si dans l'institution il le prévoit, hein, moi je dis que rien n'est prévu, hein, pas plus d'ailleurs par l'État pour assumer les 6 milliards d'euros qui nous ont mis sur le dos. Hein. Donc, vraiment, j'ai rarement vu des politiques de gribouille aussi. S'il y avait quelque chose qui était à préserver en ce moment où les gens sont dans la souffrance la plus grande, c'est bien les politiques de proximité. Parce que quel est le sens qu'on peut donner à la politique si ce n'est de redresser un tout petit peu les inégalités qui sont inhérentes à chaque organisation sociale. Donc nous sommes là pour ça. Moi je le dis souvent en dérision, mais j'ai jamais vu quelqu'un venir dans ma permanence me dire voilà Monsieur le Président, je suis venu vous voir parce que figurez-vous que je suis beau, que je suis en pleine santé, que je suis riche. Et je suis venu vous le dire. Ça je ne les ai jamais vus. Ah, oui, mais non, même pas faites quelque chose pour moi, je suis heureux. Voilà. Non, nous on n'est pas là, on est là pour essayer de faire des choses qui touchent le plus grand nombre, et dans ce plus grand nombre, notamment les plus modestes. Alors, juste sur ce principe de référendum que vous appelez éventuellement de vœu, il vous dit chiche. Il vous dit chiche parce que 61% des Français sont pour... Écoutez, c'est un ami intime de Valls. Hein. Donc, puisque c'est un ami intime de Valls, qu'il propose le référendum à Valls. Hein. Nous avons envie que sur ce domaine, il y ait une forme d'excellence et de diversité. Cette saison, elle est aussi atypique que la première. La première saison, c'était avec Christopher et une direction artistique que je qualifierais de classique. Et on s'est beaucoup posé de questions, on m'a beaucoup posé de questions. À l'époque du basculement vers la direction que nous avons prise administrative, financière et culturelle avec Marc Louillan, pourquoi pas un autre directeur artistique. J'ai expliqué, nous avons expliqué les raisons qui militaient pour cette manière de gérer le domaine et de gérer son contenu. Nous avons fait confiance aux opérateurs.
qui pour la deuxième année continue de nous accompagner sur cette saison qui est modeste. Et ici je m'adresse à des professionnels et quand je donne le chiffre, vraiment il n'y a pas de quoi sauter en l'air. Pour la saison d'hiver, moins de 400 000 euros. Moins de 400 000 euros. Ça n'est pas beaucoup. Mais il y a ici, avec l'aide de nos opérateurs, qui prendront la parole, chacun, une volonté de mutualiser les savoirs, de mutualiser les pratiques, de mutualiser tout ce qui fait la richesse de leur programmation propre. On l'a retrouvé au printemps, on va le retrouver avec Ivo Vanov et l'adaptation des Bergman, Persona après la répétition. Bergman dit ce sont deux sonatines qui parlent de ça, de la nécessité de l'art dans nos vies personnelles et collectives. Et on le retrouve avec Rodrigo Garcia à un autre endroit sur Golgotha Picnic, sur la marchandisation de l'art et sur l'ornementation que l'art peut aujourd'hui occuper dans nos vies. Et quand nous avons discuté avec Rodrigo de la saison d'hiver, est venue l'idée, et je me félicite que cette collaboration avec le Centre dramatique soit presque à l'ouverture de la saison de théâtre au Domaine d'Eau, l'idée d'accueillir un artiste qui avait, en 1984, à la Biennale de Venise, posé cette question du pouvoir du théâtre, de la nécessité du théâtre, en re-questionnant l'art de la représentation, la façon dont la représentation aujourd'hui devait se tenir, et en re-questionnant toutes les représentations, tous les modes de représentation depuis le 19e siècle. Cet artiste, c'est Yann Fabre, il a éclos véritablement avec le pouvoir des folies théâtrales, et nous accueillons ce spectacle Fleuve, ce spectacle qui est un tableau d'honneur fait au théâtre, un tableau d'une beauté parfois choquante, d'une beauté fracassante, que nous invitons à partager avec le public dans une libre circulation, puisque la représentation, si je peux l'appeler comme ça, dure 4h20, on peut rentrer, sortir, revenir, un peu comme au 19e siècle en quittant la salle de l'opéra pour aller dans le foyer, boire un verre, revenir, et on reprend le cours de la représentation et le cours du groupe artistique. Donc deux représentations du pouvoir des folies théâtrales, et il m'amuse de mettre en contrepoint à ce travail de Yann Fabre le travail d'une compagnie régionale, puisque nous avons décidé d'aller vers l'international, le national, et puis d'accompagner des artistes qui travaillent sur ce territoire-là, j'aime mieux cette expression d'ailleurs que compagnie régionale, en accueillant Machine Théâtre, qui viendra donner, après la création au Cratère à Alès, la sortie de l'artiste de la fin, adapté une nouvelle de Kafka, un texte de Roswitha. C'est une réflexion sur la fin de la représentation. Comment l'artiste décide pendant la représentation qui a lieu dans la rue, il est enfermé dans une cage, il décide de poursuivre au-delà de la représentation en allant au bout de la grève de la faim. Et comment cette non-fin de la représentation va créer un rapport nouveau avec ses proches, avec les spectateurs qui sont là, voyeurs vus. Ça me rappelle le travail de Brett Bailey, Zibibi, comment on peut être voyeur vu au théâtre. Et il me semble que le collectif Machine Théâtre, que nous avons accueilli ici, je me souviens du Platonov au 13 vents, peut, sous la direction de Nicolas Auton, nous livrer un très beau travail sur ce texte avec la poésie de Tsatsayeva, grande poétesse russe, lyrique, qui sera portée par Carole Bouquet, et c'est la rencontre de deux femmes, puisque c'est Nadia Zadeh, une poétesse iranienne, grande femme de lettres iranienne, qui est par ailleurs l'épouse de Jean-Claude Carrière, qui a un jour découvert Tsatsayeva lorsque Carole Bouquet lui a offert la poésie de Tsatsayeva. Et en lisant, Nadia Zadeh disait « Je me retrouvais pleinement dans l'écriture, moi femme iranienne, de cette femme russe qui a lutté contre l'emprisonnement, qui a lutté pour la liberté, qui a lutté contre un État totalitaire. » Et il me semblait intéressant d'entendre Carole Bouquet, dirigée par Nadia Zadeh, dans cette poésie tout à fait extraordinaire. Cette poétesse est une des grandes voix de la poésie universelle du XXe siècle. Et on restera dans cet univers soviétique avec un texte que je vais moi-même jouer, dirigé par Patrick Agag. Patrick Agag, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Il nous avait dirigé dans le Barbier de Séville, de Beaumarchais, c'est un tout autre
registre. Et j'avais trouvé dans ce metteur en scène un très grand directeur d'acteurs. Et nous avons décidé ensemble de porter une adaptation d'un texte de Vassili Grossman, Tout passe, là aussi un immense auteur russe, persécuté par le KGB, et qui nous parle de la découlakisation. Comment un homme qui a été enfermé 25 ans revient à la vie, revient dans la société et s'interroge sur la révolution russe, s'interroge sur le rêve de Lénine et ce que Staline en a fait, et s'interroge sur les fondamentaux, dit-il, de la culture russe, entre progrès et servage. Et c'est un tableau de portrait tout à fait passionnant. Un travail d'un metteur en scène qui est aussi un plasticien, c'est ce qui nous a séduit, qui va venir ici en création, c'est Nicolas Heredia. C'est un garçon qui est apparu il y a quelques années en ayant porté au plateau ce texte de Karma tout à fait extraordinaire, La mastication des morts. Et nous avions été très fortement impressionnés par son travail de mise en espace et d'interprétation. Je ne sais pas si vous avez vu ce spectacle, il jouait seul dans une petite boîte, cette galerie de portraits de gens qui se retrouvent au cimetière en fait. Et là, il est venu nous parler d'un travail d'écriture à partir de messages que sa grand-mère lui laisse constamment, tout au long de la journée, sur son téléphone portable. Et il va, comme ça, interroger la vie d'une femme âgée qui vit seule chez elle. Et ça me fait penser aux obligations du département quant à l'accompagnement de la vieillesse. C'est le même propos que dans Vadeur, qu'on verra la semaine prochaine avec Epinton pour l'ouverture du Printemps des Comédiens. Il va interroger comme ça comment on peut vivre isolé dans le grand âge. Et il va réunir une équipe très fine au plateau, avec Marion Coutarel, qu'on connaît, et la comédienne Frédéric Dufaux. Donc création ici, puis ça sera sur le territoire du département. Le texte de Mauvigné, ce que j'appelle un texte très fort, qu'on a vu mis au plateau par Pajocal, que Podalides a aussi lu, mais Alex Sedman a été un des premiers lecteurs de ce texte, et il a décidé de l'interpréter, dirigé par Michel Kidou. C'est à partir de ce fait divers barbare, de ce SDF qui va prendre une canette de bière dans un supermarché et qui va être tabassé à mort par les vigies. Et c'est un long chant d'amour adressé aux frères de la victime. Ce n'est pas du tout manichéen, c'est une poésie très très forte comme ça. Et il me semble que Alex Sedman, là aussi, de toute simplicité, avec sa puissance d'acteur, très bien dirigé par Michel Kidu, porte ce lamento comme ça, à merveille. Et je suis très heureux que de Sortie Ouest au domaine d'eau, nous puissions accompagner comme ça des productions d'artistes qui travaillent sur le territoire. Nous accueillerons Jean Bellorini, que nous connaissons puisqu'il est venu avec son adaptation des Misérables de Victor Hugo il y a 3 ans. L'an dernier, il a créé l'Ilium de Molnar dans le bassin. Il est depuis directeur du Centre dramatique national à Saint-Denis. L'idée, c'était d'accueillir Jean Bellorini avec La Bonne Âme de Brecht, et on retrouve son théâtre de troupe, son théâtre musical, son théâtre d'énergie, pour donner au plateau une œuvre de Brecht qui n'est pas très jouée, et qu'il a adapté avec son complice de toujours, le même avec lequel il a fait l'adaptation des Misérables, pour une grande fête de théâtre, très colorée, très généreuse, un théâtre populaire et à la fois porté par une très belle direction d'acteurs. Et dans ce même mouvement des grands textes fondateurs, il y a Michel Piddy. Alors c'est un paradoxe parce qu'il s'est fait une spécialité des textes contemporains. Tout le travail qu'il fait lors du festival à Mousson d'été, c'est Michel Piddy qui viendra mettre en scène Le Malade imaginaire, l'ultime pièce de Molière, créée en 1673, et qui sera une réflexion sur notre rapport contemporain à la maladie, aux médecins. Finalement, ça n'a pas tellement changé. C'est une pièce que j'aime beaucoup parce qu'il y a cette scène tout à fait extraordinaire entre Argan et son frère, où Molière s'amuse déjà à mettre du théâtre dans le théâtre, où Argan dit à son frère: oui, vous allez voir ces pièces de Monsieur Molière, et retournez-y, vous verrez comment ce Molière amène le monde à Canossa. C'est
magnifique de théâtre infini. Nous avons décidé d'offrir ce magnifique Cendrillon de Joël Pomera, la réécriture du conte de Grimm de Perrault, un véritable pop-up, un livre d'images. Chaque tableau est un recommencement du théâtre, avec l'utilisation de la machinerie, avec l'utilisation de la technique, une très belle distribution, une très belle poésie pour cette lecture renouvelée et tellement poétique de Cendrillon. Et d'ailleurs, je fais un pont, puisqu'on aura Pomera, et j'aime bien embarquer les spectateurs, que Marc me pardonne, je ne sais pas de la concurrence, à Béziers, puisque nous aurons la dernière production de Joël Pomera à Béziers, avec le texte de mettre en scène de Catherine Anne, Une année sans été. Et on pourra voir 2 volets du travail de Joël Pomera sur les 2 domaines départementaux. Au mois de décembre, on a le bonheur de retrouver du cirque en décembre au Domaine d'Eau. C'est une douce formule. On a construit ce temps fort de cirque avec 2 propositions. La première qui est une proposition d'une compagnie héroltaise que certains ici connaissent, c'est la compagnie Blabla Productions, et l'artiste Fabien Coulon. Le spectacle s'appelle Dans la gueule du gnou. Et Fabien Coulon, que certains connaissent puisque le spectacle a été créé cette année, est un artiste protéiforme, un clown, un mime, un magicien, un manipulateur d'objets hors pair. Et avec son complice et compère Olivier Merlet, qui est musicien et bruiteur sur le plateau, il nous emmène tous 2 dans un univers poético-clownesque, un univers qui évoque Chaplin, Buster Keaton, de cette période de l'époque du cinéma muet où tout résidait dans les mimiques de l'artiste, et où ces derniers devaient vraiment redoubler d'ingéniosité et de créativité. Dans la gueule du gnou, c'est un spectacle pour les enfants à partir de 4 ans, mais à voir en famille, où les numéros s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas. On voit ainsi un numéro de domptage pour roues à bicyclette, ou le mime du gnou dans une étrange forêt de plumes de pan, ou encore une étrange version de l'opéra de Carmen revisité pour un duo pour ballon et ballon baudruche, ou encore un numéro de marionnette pour genoux. Enfin, voilà, tout ça c'est un spectacle à voir pour les enfants à partir de 4 ans, et parallèlement à cette proposition 100% locale, on a choisi de programmer un spectacle pour le coup 100% international. Je parle ici du Gandhi Jungling et du spectacle qui s'intitule Smashed. Smashed qui en anglais signifie fracassé, accidenté, qui est un spectacle pour 9 jongleurs, 80 pommes et 3 services en porcelaine. Ce spectacle c'est un spectacle entre théâtre et cirque, un joyeux bordel en fait, qui évoque l'amour, les conflits, le cinéma d'antan, et qui s'inspire des travaux de la célèbre chorégraphe allemande Pina Bausch, avec le tout relevé par une sacrée touche d'humour british. Il est difficile de présenter Smash sans vous dire un mot juste sur son créateur, qui est Sean Gandini. Sean Gandini qui est un des plus grands jongleurs internationaux. Ce spectacle Smash a tourné dans plus de 25 pays différents, et donc c'est un bel honneur que nous aurons à l'accueillir. Ces 2 dates, donc c'est 9 et 10 décembre, c'est pour les... Pardon, oui. On avait vu une version courte de 30 minutes qui était pour le plein air. Là, on s'apprête à accueillir, c'était une mise en bouche, on s'apprête à accueillir la version longue, qui est une version en sac qui durera 60 minutes. Et en effet, voilà, on avait eu le plaisir de l'accueillir sur la ZAC de la Période. Et donc c'est un spectacle à voir à partir de 7-8 ans, sur les mêmes dates, 9 et 10 décembre, au Théâtre Jean-Claude Carrière pour la partie Smash et au Théâtre d'Eau pour Dans la gueule du gnou. J'ai invité deux compagnies, 2 artistes qui en fait sont assez connus chacun dans leur région et qui tous les 2 sont du pourtour méditerranéen, puisque j'ai invité Pep Bou, que l'on a bien connu parce que en fait on l'a joué, et là je me tourne vers mes copains du CDN, on l'a joué donc en 2000, il y a 14 ans. Et puis moi-même, quand je suis arrivée dans la région, en 77-78, c'est là où j'avais rencontré cet artiste. Il était déjà présent sur scène, et donc lui, il a fait toute sa carrière avec des bulles de savon. Et là, c'est pas lui qui est sur scène, mais il a signé la mise en scène, et il y a 2 interprètes qui, effectivement, on se retrouve dans un laboratoire. Et ils vont explorer le monde avec des bulles de savon. Alors ils vont jouer sur des petites bulles, des multitudes de petites bulles de savon. Ils vont jouer avec des grosses bulles, ils vont jouer avec vraiment des énormes bulles. Et puis tout d'un coup, ils vont avoir
l'étincelle. Et l'étincelle, c'est le titre du spectacle, mais façon catalane, donc Kling. Kling, c'est l'étincelle, tout d'un coup, la lumière. Donc avec des matériaux très simples comme l'air, comme une bulle et puis du savon, ils vont nous faire vraiment créer des effets spectaculaires avec beaucoup de visuels et c'est un très joli spectacle que l'on propose. Et le deuxième spectacle qui aura donc lieu pendant la période des vacances de février, c'est aussi un artiste connu. Il s'appelle Roland Ramad, vous le connaissez tous. Il va nous proposer là une partition avec 3 musiciens, le groupe Tournesol. Et donc il a eu envie de... il a d'abord collectionné beaucoup de chansons qu'il a travaillé avec des enfants dans des différentes écoles, des écoles de l'étang de l'Or. Et puis lui, il a créé les mélodies. Et les enfants ont été auteurs de toutes ces chansons, ce qui a donné lieu à un spectacle. Donc le spectacle lui s'appelle Vivement l'été. Donc là on appelle l'été en fait à venir. Donc c'est très bien pour le mois de février. On aura envie de sortir de l'hiver. Et donc l'été va venir par le biais d'un portable. Je ne vous raconte pas tout le concert, le spectacle-concert, mais voilà. Donc c'est les chansons, enfin je l'ai vu donc au mois de décembre, c'est des chansons vraiment colorées, joyeuses, qui donnent envie de voir l'hiver se terminer. Et puis le style de musique, on le connaît par rapport à Roland Ramad, c'est plutôt du reggae occitan, de l'afro-électro, de musique de Brésil qu'il a mis donc en scène et voilà, qui nous donne avec ses musiciens les Tournesol. En fait, pour conclure, en fait, ces 2 spectacles, ça donne un petit peu des appels ou des rappels où ça fait écho au mois de mai où effectivement il y aura Saperlipopette. Et là, je signale juste que Saperlipopette 2014, c'est encore ce soir et c'est encore demain. On a invité en tout cas le groupe, le trio Jebran, donc les 3 virtuoses du oud, accompagnés de Youssef Habeish, pardon, qu'on avait d'ailleurs vu sur d'autres créations, notamment le duo Sabine. Et c'est un percussionniste qui les accompagne depuis le début, parce qu'on parle souvent du trio Jebran, qui sont de 3 très grands joueurs de oud. Mais ils ont toujours été accompagnés aussi de Youssef, ce qui fait aussi la richesse un petit peu de leur magnifique création. On les avait déjà fait venir sur d'autres créations, notamment sur le projet de Mahmoud Darwish, donc le poète palestinien. Ils sont d'ailleurs aussi palestiniens. Et on a toujours plaisir à les accueillir, parce que bien que leur album soit assez connu, reconnu, qu'ils ont signé des BO de films assez importantes et ils ont fait de très grands spectacles, ils arrivent toujours avec une nouveauté. Ils nous offrent à chaque fois quelques petites pépites cachées qu'ils n'ont pas forcément livrées dans leurs disques. Donc on a toujours beaucoup de plaisir à les accueillir. En tout cas, je sais de source sûre que le Benjamin Adnan Jebran, qui vient de sortir son album, qu'il a présenté d'ailleurs à Paris il y a quelques semaines, son album solo, première aventure, jouera aussi quelques titres de son projet, donc c'est à écouter, à réécouter, on s'en lasse pas. Donc c'est le trio Jebran Asfar, le voyage en arabe, vous l'aurez compris. Donc c'est pour ça que je dis que le voyage, mon cher Jean, mes chers gens, en tout cas, on a entouré de gens, tu vois, avec 200 hectares. Le voyage se poursuit donc, le voyage d'Arabesque en tout cas se poursuit jusqu'à la fin de l'année. Parce que c'est pas fait exprès, mais le deuxième projet que nous allons accueillir, bon, le choix est fait exprès, mais le nom c'est Safar, qui veut dire arabe aussi, mais Safar qui veut dire voyage. Asfar c'est en arabe littéraire et Safar c'est de l'arabe plus dialectique, en tout cas en Tunisie, au Maroc. Et justement, on a voulu faire une grande place, une belle place au théâtre. Pour le coup, si le trio Jebran aura lieu au théâtre JCC, Safar, le projet de Ahmed Alibi, donc un artiste de la région, aura lieu au théâtre d'eau, donc en bas, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. On est très content de réinvestir ce magnifique lieu aussi. C'est un très beau lieu.
bien qu'on l'a utilisé un peu pendant l'arabesque. Donc, Ahmed Alibi est un artiste de la région d'origine tunisienne qui s'est entouré d'un très grand chanteur qui viendra exprès de Tunisie. Ça s'inscrit aussi dans le cadre de la coopération qu'on a avec le Sadras au Maroc, mais avec le gouvernement de Medellín, derrière la délégation qu'on a accueillie pendant le festival. Et c'est un projet qui se poursuivra aussi dans le gouvernement de Medellín. On a voulu avoir Ahmed Alibi parce que ce projet, on a été associé dès le départ. C'est-à-dire qu'une de ses premières sorties, de ses premières créations en tout cas sur ce projet-là, il avait déjà joué à la Casbado en première partie d'une grande chanteuse tunisienne qui était Ralia Ben Ali. Et c'était tout frais, ça venait à peine de sortir, bon, ça n'avait pas été encore commercialisé ni sorti sur disque, mais il sortait de résidence et il a voulu faire une de ses premières dates sur le festival. Donc il avait fait une première partie et on lui avait dit, on lui avait promis d'ailleurs, qu'il reviendrait une fois que le projet serait terminé. Il faut juste savoir que ce projet a eu un écho extraordinaire dans la presse internationale, vraiment, et qu'il s'est entouré de virtuoses. Je lui dis virtuose parce qu'il y a un violoniste qui est juste exceptionnel, qui s'appelle Ziad Zouari, et Mounir Troudi aussi, donc je disais un chanteur qu'il invite spécialement pour cette date-là, donc c'est à ne pas manquer. Et c'est aussi rappeler que la création locale, en tout cas de Montpellier, est une création de très grande qualité. Nous avons de très grands artistes, parce qu'un artiste comme Ahmed Alibi, c'est quelqu'un qui a participé avec nombreux artistes à travers le monde, et qu'il est quand même de Montpellier, qu'il faut aussi ouvrir aux artistes, en tout cas qui ont du talent ici, chez nous.